Bonjour YouTube, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver en ce mardi pour le 40e numéro de Cyclisme Actu et forcément, vous l'imaginez, dans cette vidéo on va revenir sur le Tour de France 2024 qui s'est achevé dimanche dernier sur la promenade des Anglais à Nice, une victoire de Tadej Pogačar, la troisième de sa carrière sur la grande boucle, mettant fin à plus de 3 semaines de compétition, 21 étapes disputées, 3498 km parcourus et 52 230 mètres de dénivelé gravi, un Tour de France qui aura retenu l'attention tant la domination de Tadej Pogačar a été énorme et forcément dans cette vidéo on va revenir sur tous les faits marquants de cette édition 2024 de la Grande Boucle. Je vous parlais de Tadej Pogačar à l'instant, vainqueur pour la troisième fois du Tour de France après 2020 et 2021. Tadej Pogačar qui a dominé son sujet, qui a fait couler beaucoup d'encre également, on va pas se le cacher, que ça soit en bien et même en mal. D'ailleurs peut-être qu'on fera une vidéo spéciale sur tout ce qui entoure Tadej Pogačar, notamment sur les doutes le concernant après ce Tour de France véritablement exceptionnel de sa part. 6 victoires d'étape, plus de 6 minutes d'avance sur Jonas Vingegaard, double vainqueur sortant de la Grande Boucle. Tadej Pogačar, il a fait couler beaucoup d'encre, il a vraiment retenu l'attention des suiveurs et des médias. Mais on va pas se le cacher, cette surdomination de Tadej Pogačar, eh bien, elle est aussi synonyme quelque part du manque de suspense, d'incertitude et d'intérêt de ce Tour de France, parce que Tadej Pogačar était seul au monde. Le duel face à Vingegaard, que l'on attendait tous et toutes, n'a pas eu lieu. Et puis surtout, il n'y a pas eu non plus de duel pour le podium, duel qu'on attendait entre Remco Evenepoel et Primož Roglič, deux coureurs qui semblaient vraiment être très proches en termes de niveau, avec un léger avantage pour Remco Evenepoel, mais on savait que Primož Roglič, avec son expérience, pouvait peut-être en troisième semaine augmenter son niveau et refaire son retard sur le Belge pour justement cette bataille pour la dernière marche du podium. Primož Roglič a dû abandonner, une nouvelle fois malchanceux sur les routes du Tour de France, lui qui, on le rappelle, deuxième de la Grande Boucle en 2020, un Tour de France qui lui semblait promis tant il avait de l'avance au classement général et tant il semblait supérieur à un Tadej Pogačar qui pourtant a réalisé un chrono sur la planche des belles filles absolument stratosphérique, profitant également des cadeaux et de la bonté d'un Primož Roglič qui s'était vu un petit peu trop beau, qui avait un rôle un peu trop protecteur envers ce jeune Slovène qui montait, qui était en train de faire ses gammes après sa troisième place sur le Tour d'Espagne en 2019, quelques mois auparavant. Et puis il n'a pas eu non plus de bataille pour le maillot blanc, ce classement des jeunes réservé aux moins de 25 ans. Pourtant, il y avait matière à avoir une bagarre entre, bien sûr, Remco Evenepoel, mais également Juan Ayuso, l'Espagnol, et Carlos Rodriguez, compatriote également de Juan Ayuso, quatrième de la Grande Boucle en 2023. Bagarre qui n'aura pas eu lieu puisque Juan Ayuso a donc décidé de quitter la Grande Boucle pour cause de Covid-19 et quelques jours plus tard, on a compris qu'il n'y avait pas que le Covid-19 qui avait poussé Juan Ayuso à quitter les routes de la Grande Boucle. Apparemment, un petit conflit avec son équipe UAE, on le sait, cette équipe contient beaucoup de leaders en son sein et c'est pas toujours facile de dealer avec les égos de chacun. Et puis Carlos Rodriguez était très clairement loin, très loin de son niveau de l'an dernier et forcément, Remco Evenepoel a été plutôt tranquille pour conforter sa place de meilleur jeune et donc ravir ce maillot blanc à Nice sur la promenade des Anglais. Et finalement, quand on y réfléchit bien, le seul suspense qu'il y avait, c'était pour les places de fond de top 10, avec Matteo Jorgensen, vainqueur de Paris-Nice, avec Derek G, qui s'est clairement révélé ces dernières semaines, avec également Buitrago et également l'ami Giulio Ciccone, vainqueur du classement de la montagne l'an dernier. Mais quand on est sur du fond de top 10, quand on a affaire à des coureurs qu'on n'a presque pas vus parce qu'ils n'ont pas pesé sur la course, c'est difficile de s'y intéresser. Et je ne vais pas vous le cacher, niveau suspense, intérêt et surtout incertitude, ce Tour de France 2024, c'était zéro. C'est certainement la grande satisfaction de cette édition 2024 de la Grande Boucle, voir un coureur combatif en montagne, en marge du classement général, qui va chercher le classement du meilleur grimpeur. Richard Carapaz, l'équatorien, a donc terminé maillot blanc à Poids-Rouge de cette édition
2024 de la Grande Boucle, succédant à Giulio Ciccone. Giulio Ciccone qui cette année a joué le classement général du Tour de France sans trop de réussite, 11e comme Thibaut Pinot l'an dernier. Giulio Ciccone sauté dans les derniers jours par Buitrago pour ce top 10, cette dernière place qui est tellement importante pour les points UCI et pour les équipes, bien évidemment. Richard Carapace, que l'on connaît, vainqueur du Tour d'Italie il y a quelques années, sur le podium du Tour de France par le passé. Richard Carapace, ce n'est pas un inconnu, il a évolué en marge du classement général, même si ce n'était pas forcément son envie première au départ de ce Tour de France. Lui, le champion d'Équateur, vainqueur de Grand Tour. Richard Carapace qui donc termine son Tour de France 2024 avec une victoire à l'étape et ce classement distinctif de meilleur grimpeur. Il a eu droit à son podium, bien évidemment, sur la promenade des Anglais. Noir de monde pour vivre cet événement historique. Et Richard Carapace, je ne vais pas vous le cacher, ça me satisfait grandement de le voir vainqueur de ce classement distinctif de meilleur grimpeur. Pourquoi? Parce qu'au-delà du fait que ce soit un très bon coureur, un très bon grimpeur, un garçon plein de panache qui n'hésite pas à attaquer et prendre la course à son compte, c'est surtout un garçon qui a évolué en marge du classement général et qui avait dans la tête, notamment en début de troisième semaine, d'aller chercher ce classement distinctif. Et on le sait, ces dernières années, il n'y a pas eu forcément toujours à l'arrivée avec ce maillot blanc à pois rouge des garçons qui jouaient ce classement en préambule du Tour de France ou avec cette idée d'aller ramener ce maillot à Paris. On se souvient de Pogačar en 2020 et en 2021 qui avait obtenu ce maillot blanc à pois rouge parce qu'il avait attaqué en montagne et parce qu'il avait vu aussi ses victoires fructifier avec ses points doublés en haut des sommets. Tadej Pogačar qui s'était retrouvé en 2020 et 2021 avec 3 maillots distinctifs. Sur les 4, on se souvient également de Jonas Vingegaard qui en 2022, lors de sa première victoire sur le Tour de France, avait également endossé ce maillot blanc à pois rouge sur les Champs-Élysées. Bref, c'est vrai que voir des coureurs qui jouent le classement général s'imposer sur ce classement distinctif, ça fait toujours un peu mal au cœur. Et c'est vrai qu'on était très content de voir Giulio Ciccone, par exemple l'an dernier, ravir ce maillot blanc à pois rouge des mains de Tadej Pogačar, même s'il y a eu quand même la complaisance du Slovène. Et là, c'est vrai que retrouver un Richard Carapace combatif en montagne, vainqueur de ce classement distinctif avec en plus une victoire au sommet, et ben je vais pas vous le cacher, ça fait vraiment extrêmement plaisir, même si encore une fois, ça peut être atténué, et oui, petite zone d'ombre, par le fait bien que le leader, Tadej Pogačar, ait laissé quelque part, on va pas se le cacher, la possibilité à l'ami Richard Carapace de jouer ce classement. Il lui a dit vas-y, on l'a vu, ce petit geste, ce petit signe, l'air de dire tu peux faire les points, je me désintéresse totalement de ce maillot blanc à pois rouge, ce n'est pas mon objectif, je veux simplement le maillot jaune. Et j'en viens quelque part à cette question, est-ce qu'il ne faut pas tout revoir en ce qui concerne ce classement, à commencer par l'attribution des points? Ça avait fait scandale, on s'en souvient, lors des années 2020-2021, ces points doublés en haut des sommets les plus prestigieux, qui avaient vu notamment les victoires de coureurs du classement général, qui avaient ravi ce maillot blanc à pois rouge sur les Champs-Élysées lors de la clôture du Tour de France. Et moi, je ne vais pas vous le cacher, je suis nostalgique de ce qu'on trouvait à certaines époques, il y a plus de 10 ans, avec Vauclair, maillot à pois en 2012, avec Majka, vainqueur également de ce classement distinctif en 2014 et en 2016, Barguil en 2017, Alaphilippe en 2018. De très bons coureurs, de très bons grimpeurs, combatifs, plein de panache, qui ont la possibilité de jouer le classement général, mais qui évoluaient en marge justement de ce dernier, capable d'aller chercher ce maillot distinctif sur les Champs-Élysées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait parce qu'on avait une course dans la course et surtout plusieurs coureurs récompensés. Et peut-être qu'il va falloir revoir le système de points, d'attribution de points sur l'école pour éventuellement permettre à ces échappés et ces coureurs second couteau, entre guillemets, évoluant en marge du classement général, de jouer leur va-tout et de jouer ce classement distinctif jusqu'au bout, parce qu'on voit de temps en temps des coureurs comme Lascano, comme Gaudu cette année, qui jouent le classement 2 ou 3 jours et puis qui finalement finissent par être dégoûtés parce qu'ils se disent bah non, c'est pas possible, je peux pas jouer, je ne peux pas à la pédale gagner ce classement parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de l'équipe UAE, cette équipe UAE véritablement stratosphérique en termes de niveau et en termes d'individualité. Et on est donc du coup très très loin de ce qui se faisait encore il y a une petite dizaine d'années avec justement 3-4 individualités qui évoluaient en marge du classement général et qui se faisaient la guerre pour ce classement distinctif. Aujourd'hui, c'est ok, je le joue un jour et puis le lendemain, je suis déprimé. Vas-y, prends les points et de toute façon, tu ne ramèneras pas ce maillot. Et je veux désormais, en tout cas, et je pense que c'est le souhait de beaucoup de suiveurs, je veux retrouver
un classement distinctif, ce maillot de meilleur grimpeur, véritablement disputé avec des coureurs dits de second rang qui évoluent en marge du classement général, parce que quand on regarde bien, les coureurs qui trustent les premières places de ce classement général, eh bien c'est Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard et également Tadej Pogačar, qui on le rappelle sont des coureurs de généraux. C'est également Matteo Jorgensen, on rappelle, qui est pensionnaire de la Visma Leasebike, qui était un leader de substitution au cas où Jonas Vingegaard ait une défaillance. Donc il faut retrouver de l'attrait pour ce classement du meilleur grimpeur, revoir l'attribution des points et puis peut-être également mettre une certaine barrière en ce qui concerne le fair play financier, parce que quand on voit qu'on a une équipe UAE surdominante, et c'était le cas aussi avec la Visma ces dernières années, eh bien forcément ça n'aide pas à voir des coureurs de second rang évoluant en marge du classement général se battre pour les victoires d'étape, parce qu'on peut faire rouler à profusion, à sa guise, sans modération. Et je crois que ce fair play financier est important. Alors il y avait ce débat sur la chaîne Eurosport, tout le monde n'était pas d'accord. Je me souviens de Steve Chenel qui lui trouvait qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt, tout comme Jackie Durand, à mettre un gap financier aux équipes. Mais encore une fois, quand on voit le budget de ces mastodontes comme UAE, forcément, ça peut attirer des coureurs qui pourraient jouer le classement général. Il y a des garçons comme Miral Katowski, comme également Rafał Majka, aujourd'hui des mecs comme Ayuso, des mecs comme Almeida, comme forcément Marc Soler, qui sont pensionnaires de grosses structures et pour la plupart d'entre eux qui ont évolué chez UAE ou qui évoluent dans d'autres structures très importantes, qui privilégient le salaire plutôt que la position. Et quand vous avez dans une équipe UAE des mecs comme Ayuso, comme Almeida, comme Yates, comme Soler, qui pourraient, on le rappelle, être leaders dans d'autres équipes, et que vous les mettez à contribution en tant qu'équipier, forcément, eh ben, ça va jouer sur les potentielles victoires que vous pouvez obtenir avec Tadej Pogačar en mettant à contribution tous ces coureurs qui sont clairement là pour rouler pour un seul et unique leader. Donc peut-être revoir le système d'attribution de points, et puis peut-être également du côté de l'UCI mettre une certaine barrière financière pour qu'il y ait un certain fair play financier pour justement éviter qu'il y ait trop de leaders qui soient dans une même équipe et qui quelque part faussent la course, parce que je trouve qu'à cause de ces salaires mirobolants que l'on propose et de ces leaders que l'on retrouve tous dans une même équipe, et ben ça tue l'intérêt bien sûr des généraux et puis également des classements distinctifs des grands tours. Un classement distinctif en cache souvent un autre et on va s'intéresser désormais au maillot vert, celui du classement par points. 8 arrivées en sprint massif sur cette édition 2024 de la Grande Boucle et on va pas se le cacher, pas mal de vainqueurs, 4 au total, Groenewegen et Mark Cavendish qui ont remporté une étape chacun. Mark Cavendish qui a tapé le record également des 10 Merckx. Mark Cavendish qui termine dernier, lanterne rouge de son dernier Tour de France en carrière. Un Mark Cavendish qui forcément, vous l'imaginez, était heureux, très heureux de cette unique victoire, lui qui s'est battu comme un chiffonnier pour rentrer dans les délais et pour terminer sa dernière grande boucle. Et puis il y avait au-dessus du monde, au-dessus de tout le reste, Jasper Philipsen et Binaim Girmay qui ont remporté tous les deux 3 victoires d'étape. Une certaine homogénéité dans ce Tour de France en ce qui concerne les sprinteurs. Il y avait du très beau monde, notamment Arnaud Delis qui n'a pas été capable de remporter une étape. Il y a eu également Arnaud Démare qui a su se placer, Wout van Aert qui a su sur quelques étapes jouer également devant et ne pas être si loin de la victoire que cela, lui qui avait un rôle un petit peu bizarre au sein de la Visma Leasebike, un rôle qu'on n'a pas forcément trop compris, on va pas se le cacher. Bref, une certaine homogénéité chez les sprinteurs, même si vous l'aurez compris, 2 individualités se sont dégagées avec Jasper Philipsen, maillot vert du Tour de France en 2023 et donc tenant du titre de ce classement par points, et Binaim Girmay qu'on n'attendait pas à ce niveau. Binaim Girmay, on le sait, c'est un garçon qui a remporté Galloway Game, qui a remporté également une étape sur le Tour d'Italie, mais Binaim Girmay, ce n'est pas un garçon qu'on peut cataloguer de sprinter pur. Binaim Girmay, il n'a pas techniquement la pointe de vitesse d'un Jasper Philipsen. Même Binaim Girmay, il a très bien préparé son coup et très bien préparé son Tour de France pour tenir en échec un Jasper Philipsen qui paraissait clairement seul au monde avec son train de l'Alpecin de Gelenk et notamment son poisson pilote de luxe, Mathieu Van Der Poel. Et malgré toutes ces individualités présentes autour de Jasper Philipsen et bien évidemment le meilleur lanceur de la planète pour lui tout seul, Jasper Philipsen, le Belge, n'a pas réussi à conserver son bien acquis en 2023, puisque oui, pour 34 points, Binaim Girmay lui ravit ce classement distinctif, ce classement par points, ce maillot vert qu'il a revêti bien évidemment sur la promenade des Anglais, sur cette dernière étape du Tour de France.
France. Et quand on lit le classement, seulement 34 unités séparant ces deux protagonistes, on se dit que le duel a été véritablement dur, difficile, que ça s'est joué à pas grand-chose. Et je vais pas vous le cacher, c'est pas l'impression que j'ai eue, parce que je n'ai jamais senti Behnam Girmay véritablement en danger. Je n'ai jamais senti Jasper Philipsen capable de passer devant et d'aller chipper ce maillot vert à Behnam Girmay, parce que Behnam Girmay semblait être plus rapide que Jasper Philipsen sur les sprints purs, et surtout Jasper Philipsen semblait clairement être dans une forme beaucoup moins importante, beaucoup moins bonne que celle qu'il avait eue en 2023. Et donc, même si le classement semble serré comme cela, je vais pas vous le cacher, à aucun moment je n'ai douté de la victoire de Behnam Girmay sur ce classement distinctif, tant l'Érythréen semblait au-dessus avec une certaine sérénité, avec une équipe qui était tournée autour de lui, et surtout avec sa capacité sur les étapes difficiles, accidentées ou de moyenne montagne, d'aller dans les échappées et d'aller prendre les points sur les sprints intermédiaires qui, on imagine forcément, a fait la différence à l'issue de ce Tour de France et qui a permis à Behnam Girmay d'aller empocher la mise. Quid désormais du super combatif de cette édition 2024 du Tour de France qui, comme son nom l'indique, récompense en fin de grande boucle le combatif des 3 semaines écoulées. Et l'heureux élu a été monsieur Richard Carapaz, vainqueur d'une étape et vainqueur également du classement de la montagne. Et je vais pas vous le cacher, je ne suis pas forcément en adéquation avec ce choix. Alors bien évidemment, je ne fais pas partie des votants, je ne fais pas partie des décideurs, mais ma définition du super combatif, du Tour de France, même si chacun aura bien évidemment la sienne, c'est selon moi quelqu'un qui essaie, et qui n'y arrive pas. Ça colle à l'image d'Abrahamsen, le Norvégien pensionnaire de l'équipe Uno X, qui a essayé de conserver son maillot à pois sans jamais y parvenir, qui a essayé de remporter des étapes et qui n'y est jamais parvenu. De mon point de vue, Abrahamsen, et pour toutes ces raisons-là, aurait dû être élu super combatif du Tour de France, et ça va dans le côté partage que je vous exposais un peu plus tôt dans cette vidéo. Pour moi, on doit partager. Tous les coureurs doivent pouvoir prétendre à quelque chose. Je vous parlais tout à l'heure de Tadej Pogačar avec ses 3 maillots distinctifs sur 4 en 2020 et en 2021. Et là, on a l'occasion avec ce super combatif de récompenser quelqu'un qui n'a rien eu sur ce Tour de France de matériel, de notable, si ce n'est avoir porté quelques fois le maillot blanc à pois rouge. Non, on va le donner à quelqu'un qui a eu une victoire d'étape et qui a un podium final avec le classement de la montagne. Quel est l'intérêt? Honnêtement, je ne le vois pas et je suis vraiment pas en adéquation avec le choix des décideurs, et surtout, je suis très déçu pour Abrahamsen qui aurait mérité d'être récompensé sur ce Tour de France et qui a été clairement l'attraction des 10 premiers jours de cette grande boucle. Vous l'imaginez, on ne peut pas terminer une vidéo sans parler de nos représentants tricolores. Et forcément, on va faire le bilan de notre contingent français à l'issue de cette grande boucle. 3 victoires d'étape au total, bien évidemment, et un top 15 signé Guillaume Martin. Et forcément, vous l'imaginez, au début de ce Tour de France, on aurait signé des 2 mains et des 2 pieds pour autant de réussite. Parce que quand on regarde la start list et les équipes qui la composent, l'UAE, la Visma Lease Bike, les leaders Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, qui ont faim, très très faim, on le sait, Pogačar c'est un cannibale. Jonas Vingegaard, il avait certainement envie de montrer qu'il était encore à la hauteur de ses 2 victoires sur le Tour de France en 2022 et en 2023. Remco Evenepoel, on le sait, il avait envie de prouver sur ce Tour de France qu'il pouvait être au niveau de ces 2 monstres sacrés du vélo. Et forcément, avec ces garçons qui ont les moyens de leur ambition, parce qu'ils ont des équipes qui sont tournées autour d'eux, avec forcément énormément de qualité, ça paraissait très difficile de pouvoir jouer des victoires d'étape dans l'échappée. Et pourtant, ils l'ont fait. Romain Bardet, sur la première étape, revêtissant bien sûr le maillot jaune, 4e victoire d'étape en carrière et premier maillot jaune pour Romain Bardet qui ne l'avait jamais porté alors qu'il avait joué le classement général de la grande boucle en 2016 et en 2017, poussant Froome dans ses derniers retranchements en 2016. Ça s'était joué à rien en 3e semaine. On sentait que Romain Bardet était peut-être capable, mais Romain Bardet n'avait jamais porté cette tunique jaune, cette tunique de leader. Et là, à plus de 30 ans, pour son dernier Tour de France, il va chercher cette tunique jaune, la revêtissant pendant une journée. Kevin Vauquelin, le lendemain, qui
dans l'échappée, montre qu'il est le plus fort, va s'envoler dans l'ascension de San Luca pour lever les bras. Et puis bien sûr, sur l'étape des chemins blancs menant à la 3, Anthony Turgis, pensionnaire de l'équipe Total Energy, cher à Jean-René Bernodeau, qui va lever les bras. Il a été malin, pas le plus fort, mais le plus malin. 3 victoires d'étape extraordinaires. Et puis un top 15 pour Guillaume Martin. Guillaume Martin, 13e du Tour de France, qui nous a fait du Guillaume Martin, pas capable de suivre les meilleurs, non, clairement pas, mais il a montré forcément énormément de combativité. Guillaume Martin, lâché dans les montées, qui revient dans la descente sur les portions de plat pour s'accrocher, pour repéter, et puis pour essayer de ramasser les morts. Guillaume Martin, qu'on le veuille ou non, même si c'est pas impressionnant, je pense que Guillaume Martin parle à beaucoup de cyclos du dimanche, dont moi qui fais quelques sorties comme ça durant les beaux jours assez régulièrement pour garder la forme. Je vais pas vous le cacher, quand je vois un Guillaume Martin qui est bouche grande ouverte dans l'école, qui est là, qui mouline, qui change de position, qui change de vitesse, et ben je me revois de temps en temps sur certaines de mes sorties un peu difficiles dans des cols où je suis là, la bouche ouverte à essayer de trouver mon rythme, mon bon braquet, et je pense qu'il parle à beaucoup de coureurs du dimanche, Guillaume Martin. Bien sûr, c'est pas impressionnant, bien sûr, ça fait pas mouche, bien sûr, ça fait pas top 10, bien sûr, ça fait pas top 5, bien sûr, ça fait pas podium, mais ça montre une combativité et surtout un côté vraiment humain qui, je trouve, manque ces dernières années sur la grande boucle. Si on doit tirer un bilan global de ce Tour de France 2024, je vous dirais que je suis assez déçu. Déçu du manque de suspense, du manque d'intérêt, du manque d'incertitude, que ce soit pour la victoire, pour le podium, pour le classement du maillot blanc, qui on rappelle un classement prestigieux. Manque de suspense, manque d'intérêt, manque d'incertitude, parce qu'il y avait des niveaux très hétérogènes. Pogačar était tout devant, Vingegaard un peu derrière, et puis Remco Evenepoel à un 3e échelon. Je pense aussi, ce qui n'a pas aidé, c'est aussi le tracé de ce Tour de France. On rappelle, la première arrivée au sommet est intervenue à l'étape numéro 14. Alors je ne dis pas que le parcours en Italie n'était pas bon, je ne dis pas que l'étape au Galibier ne pouvait pas créer des écarts, mais on va pas se le cacher, quand on arrive en fin de deuxième semaine et qu'on a seulement la première arrivée au sommet, et bien ça n'aide pas non plus à rentrer dans ce Tour de France. On a besoin d'arriver au sommet un peu plus rapide dans la grande boucle, prendre la température, avoir des premiers écarts et justement obliger les uns et les autres à bouger pour reprendre du temps ou pour conserver des positions. Et c'est, je crois, ce qui a beaucoup manqué. Alors bien évidemment, il y a aussi des points positifs. Je pense bien à toute la production qu'on a mis, ces images de drone qui sont impressionnantes, notamment sur la dernière étape. On s'est rendu compte de cette vitesse des coureurs. Il y a pas mal de productions qui ont changé, qui ont permis justement aux suiveurs d'être en immersion durant ce Tour de France 2024. Il y a cette dernière étape sur la promenade des Anglais qui n'est pas une parade, qui est une vraie étape où on peut reprendre du temps, un vrai contre-la-montre difficile, qui avait pour but potentiellement à la base et en préambule de départager un Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. Si on avait eu une grosse bataille, deux hommes d'un même niveau ou quasi similaire, on aurait pu peut-être avoir un retournement de situation. Malheureusement, il y avait trop d'écart, mais ça, ce sont des choses positives clairement à retenir de ce Tour de France, même si dans sa globalité, je vais pas vous le cacher, j'en étais assez déçu. Et d'ailleurs, et ça va corroborer avec ce que je vous disais, c'est la première fois depuis une bonne paire d'années que je ne regarde pas le Tour de France en exclusivité et en intégralité. L'an dernier, l'année d'avant, en 2021, en 2020, en 2019, 2018, je me posais devant mon écran de télévision et je ne manquais pas une miette des étapes à enjeu, des étapes où il pouvait se passer des choses, les étapes accidentées, les étapes pour baroudeurs, les étapes pour grimpeurs, où il pouvait y avoir de l'écart pour le classement général et un combat pour le classement de la montagne, ce maillot blanc à pois rouge. Et cette année, je vais pas vous dire que j'ai fait du zapping, mais pas loin, j'ai été très loin de regarder en intégralité les étapes dites avec de l'intérêt, parce qu'il y avait trop d'écart, parce qu'il n'y avait pas de suspense, parce qu'il n'y avait pas d'incertitude, parce qu'il n'y avait pas de suspense. Et franchement, j'espère qu'en 2025, le parcours et également les décisions d'ASO
qui, je pense et j'espère, vont changer, permettront d'avoir un peu plus de spectacle et d'avoir une course qui se décante peut-être un peu plus vite pour faire bouger les leaders, soit pour reprendre du temps, soit pour conserver leur place, histoire d'avoir un Tour de France un peu plus proactif, parce que cette année, peut-être aussi que la domination de Pogacar a joué, mais cette année, j'ai trouvé qu'on n'avait pas un Tour de France dans ce sens-là. Je vous invite bien sûr dans les commentaires à réagir sur ce Tour de France dans sa globalité et également sur les points qu'on a abordés. Je me ferai un plaisir bien sûr de vous lire. N'hésitez pas à débattre. Tout ce que je vous demande, c'est rester dans le respect de l'autre, c'est hyper important. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça aide la chaîne au référencement et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport. D'ici là, portez-vous bien, ciao bye bye et à la prochaine.